Le private equity s'intéresse à beaucoup de monde, qu'on soit en France, en Israël. Je pense qu'il y aura pas beaucoup d'inférences. Il y en aura un tout petit peu au niveau fiscalité, bien évidemment. On en reparlera. Donc, dans un premier temps, je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis longtemps, on va dire, spécialisé en gestion de patrimoine international et notamment sur Israël. Alors, le thème de ce matin, c'est le private equity, accéder à cette classe d'actifs qui est très particulière, mais déjà, il faut déterminer ce qu'est le private equity. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, le private equity consiste à investir au capital de sociétés qui sont non cotées, mais en déléguant la gestion de ces investissements à des gérants qui sont ultra spécialisés. Alors, pour générer des retours sur investissement performants, car ce sont les plus performants au monde, clairement, ces gérants choisissent d'accompagner des sociétés en très forte croissance, qui sont positionnées sur des marchés porteurs, et surtout sur des sociétés qui sont pilotées par des équipes de management de grande qualité. Pour ce qui assure la performance du private equity, c'est aussi le fait que ces équipes de gestion disposent de 5 à 7 ans pour investir, ça c'est important. Elles disposent donc de quelque chose que j'apprécie vraiment, c'est-à-dire ce qu'on appelle le temps long, par rapport à la bourse, où là on a besoin de résultats peut-être pas immédiats, mais en tout cas relativement plus vite que dans le private equity, vraiment sur du court terme. Autrement, les gens commencent à hésiter, commencent à arbitrer, se posent des questions, et la bourse, enfin en tout cas les actions mondiales, c'est un tout autre domaine d'activité que le private equity. Je vous donne quelques exemples de sociétés qui ont été financées par du private equity. Alors, certaines, vous les connaissez, d'autres un petit peu moins, mais enfin, je pense quand même que vous connaissez Twitter, que vous connaissez Netflix qui a explosé. Nous communiquons ce matin à travers un outil qui s'appelle Zoom, et Zoom a été financé par du private equity, et vous imaginez que les rapports qui ont été proposés, ou en tout cas les bénéfices proposés par l'action Zoom, notamment au moment du Covid, au moment du démarrage donc de cette infection mondiale, c'est quelque chose qui a vraiment explosé. Et puis, pour ceux qui sont en France, il y a une toute petite société avec des médecins qui avaient besoin d'argent, et ça s'appelle Doctolib. Ça vaut beaucoup d'argent aujourd'hui parce que à peu près tous les rendez-vous médicaux sont pris sur Doctolib au niveau de la France. Voilà. Il faut savoir que le private equity, c'est quoi? Je vous ai dit des sociétés de non cotées. Donc, ce sont des petites sociétés. Alors, quand je dis petit, ça peut atteindre déjà plusieurs millions, dizaines de millions d'euros ou de dollars, voire même quelques centaines de millions. Mais il faut comprendre que l'univers des petites sociétés est sans commune mesure par rapport aux grandes entreprises que nous connaissons tous. Donc, par définition, de manière générale, le taux de croissance des petites sociétés est beaucoup plus important que sur les grandes entités. Et donc, le private equity surfe depuis longtemps, puisque le private equity est né il y a à peu près une cinquantaine d'années, et donc apporte des résultats qui sont absolument étonnants. Mais je dirais que les sociétés sur lesquelles se trouve le private equity depuis une bonne vingtaine d'années, c'est principalement des sociétés sur les nouvelles technologies, sur la médecine, sur la biotech, sur le changement de comportement des consommateurs, vous savez, avec toute cette vague où on essaye d'en finir avec le carbone et de passer sur une industrie tout à fait différente. Donc, il y a plein de sociétés qui vont inventer des avions qui vont avancer avec de l'hydrogène, des voitures qui vont avancer électriquement. Et tout ça est financé par le private equity parce que, certes, les grands groupes l'utilisent, mais avant les grands groupes, il y a des sociétés qui vont essayer de créer, d'inventer quelque chose. Et c'est celles-là qui vont valoir beaucoup d'argent si jamais elles sont repérées par une grande entreprise. Alors, il faut noter évidemment aussi un accroissement de l'épargne qui est très important dans le monde pour deux raisons. Cet accroissement d'épargne, eh bien, c'est pas compliqué, c'est lié aux classes moyennes
qui vivent mieux. Et effectivement, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, il n'y avait qu'à peu près 7 pays dans lesquels il faisait bon vivre. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une classe moyenne, notamment, je vous donne un chiffre, en Chine, vous avez à peu près 50-60 millions de personnes par an qui quittent la campagne pour aller vers les villes. Donc, on quitte le vélo pour une voiture, on quitte la ferme pour un appartement. Voilà, tout cela change, tout cela évolue beaucoup en Inde, dans beaucoup de pays. Donc ça, c'est effectivement l'augmentation des classes moyennes. Et puis, il y a aussi un vieillissement de la population avec une clientèle qui, effectivement, a vécu toute sa vie et a épargné et a besoin d'épargner pour encore longtemps parce que les espérances de vie ont tendance à augmenter. Je ne voudrais pas faire une digression avec les soucis qu'on a en France avec la réforme des retraites, mais en tout état de cause, vous comprenez qu'on est dans une mouvance où il y a de plus en plus d'épargne. Petit problème de cette épargne, et ensuite on revient sur le private equity, eh bien cette épargne, elle peut être investie soit dans des obligations, mais les taux sont encore très bas, et ces obligations sont principalement des prêts qu'on fait auprès d'États. Malheureusement, pour ceux qui m'entendent, ce n'est pas la première fois que je dis ça, la plupart de ces États, y compris des grands pays comme les États-Unis, comme la France, comme d'autres pays, comme l'Italie, sont très, et de plus en plus endettés. De plus en plus endettés. Donc, on a quand même un petit souci à emprunter comme ça, ad vitam aeternam, parce qu'un jour, il y aura un retour de manivelle et la facture va se présenter, outre les intérêts qu'il faut rembourser quand on vit à partir de prêts et qu'on n'arrive pas à équilibrer les budgets d'un État. Eh bien, il y a quand même à terme, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 18 ans, dans 12 ans, dans 25 ans, le remboursement du nominal. Donc, globalement, moi, j'ai un petit souci un petit gros souci à long terme, pas à court terme, avec les obligations d'État. Après, à part les obligations, on a les actions, mais les actions sont extrêmement réactives d'ailleurs dans les deux sens. Ça peut d'un seul coup monter, on ne sait pas trop pourquoi, enfin si, il y a toujours une explication, et ça peut baisser très vite. Voilà, donc pour sortir de cette logique d'obligation qui ne rapporte pas grand-chose dans une période où on a une inflation très importante, ou d'actions, mais je dirais d'un placement en equity, donc en actions mondiales, qui sont malheureusement un peu trop réactives, eh bien, on a une classe d'actifs qui, jusqu'à présent, s'est comportée extrêmement bien. Donc maintenant, après cette introduction que je vous ai réalisée, je voudrais laisser des professionnels du private equity vous en parler, parce que fondamentalement, c'est bien de rentrer dans des petites sociétés, mais malheureusement, et ce sera mes derniers mots, il y a beaucoup de casse. Donc, vous allez sur du private equity de mauvaise qualité, vous allez investir dans des produits qui, certes, vont verser votre épargne et celle de tous les adhérents dans des sociétés toutes jeunes, mais sur ces sociétés, on va dire que sur 100 sociétés, il va y en avoir 2 ou 3 qui vont exploser, qui vont valoir 3 fois, 4 fois, 8 fois, 10 fois, 15 fois plus que l'investissement, quelques-unes qui vont vivoter et la grande majorité qui va disparaître. Donc fondamentalement, à l'arrivée, quand vous faites la moyenne de tout ça, vous avez gagné un petit peu d'argent, mais c'est beaucoup de bruit pour rien, ou perdu un peu d'argent. Donc, on est en train de parler d'entreprises qui investissent en private equity, mais dans des secteurs qui sont bien définis, avec des sociétés qui sont déjà plus qu'existantes, qui ont des chiffres d'affaires de qualité, des managements de qualité et qui ont encore besoin, parce que le monde est vaste et qu'à un moment donné, pour se développer, on a besoin de capitaux, eh bien, ces sociétés qui sont étudiées comme étant solides sont effectivement les sociétés choisies par un groupe qui s'appelle Altaroc. Je vais vous présenter rapidement Altaroc. Altaroc, c'est la réunion de 2 personnes extrêmement expérimentées, puisqu'il s'agit de M. Stollard, que je vais vous présenter tout à l'heure, qui a 30 ans d'expérience,
Et puis également Maurice Chéniaud, qui a 50 ans d'expérience dans le private equity et qui est considéré comme le pape du private equity, qui est extrêmement respecté en Europe et dans le monde entier d'ailleurs. Donc, ils ont 80 ans d'expérience et ils ont constitué, dernier mot sur le private equity, ça a l'air magnifique tel que je vous en parle. Malheureusement, le private equity était jusqu'à présent réservé à des investissements lourds, c'est-à-dire des 20, 50, 100, 150 millions d'euros. Et ça n'était possible que par les banques, les compagnies d'assurance, donc ce qu'on appelle les institutionnels. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, ils ont effectivement la puissance qui permet d'y aller. Et on avait quelques familles très fortunées du style chez nous, Bernard Arnault, et aux États-Unis, quelques milliardaires que vous connaissez. Et donc, on est dans une phase aujourd'hui de démocratisation de ce private equity qui vient à peine de commencer. Et j'ai été personnellement extrêmement séduit par le discours d'Altaroc parce qu'il ne vous propose pas du private equity comme on en retrouve dans beaucoup d'endroits, mais il vous propose le meilleur du private equity. Donc, je vais vous montrer deux petits films de 4 minutes chacun, et puis ensuite, je reprendrai la parole et je répondrai à toutes vos questions, à moins qu'il y en ait déjà. Non? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Stéphane. Alors, on avance. J'ai partagé mon écran. Oui. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le private equity était la meilleure classe d'actifs. Je voudrais vous le démontrer. Pour l'illustrer, on vous a présenté ici un graphe simple. On vous a mis sur la barre verte, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans, la performance moyenne du private equity mondial. Et on vous a mis sur la barre grise, à côté ici, la performance des marchés cotés sur la même période, en réincorporant évidemment les dividendes, de ce qu'on appelle le MSCI World Index, c'est la performance des marchés cotés boursiers. Et vous voyez deux choses sur ce graphe. La première, c'est qu'en valeur relative, le private equity bat les marchés cotés sur longue période de 5 à 7% par an tous les ans. Ça fait évidemment un écart de performance très important sur longue période. Il vaut mieux être en private equity que sur les marchés cotés. Maintenant, en valeur absolue, le private equity est la seule classe d'actifs qui, sur longue période, permet de livrer des retours compris entre 10 et 15% par an. Alors aujourd'hui, dans un monde où les taux d'intérêt sont nuls ou quasiment négatifs, dans lequel les fonds euros rapportent entre 0,8% et 1,2%, dans laquelle le cash est pratiquement taxé partout en Europe, dans laquelle la bourse rapporte entre, en termes de rendement moyenne période, entre 3 et 5%, avec une volatilité très importante, dans laquelle les marchés immobiliers rapportent entre 2 et 4%, il est évident que vous devez avoir dans un portefeuille de qualité institutionnelle du private equity pour sa qualité de surperformance relative et pour sa performance absolue. C'est la seule classe d'actifs qui, sur longue période, permet d'aller chercher des retours compris entre 10 et 15% par an. Alors, on a parlé de la surperte du private equity. En termes de retour, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la volatilité. Une autre des raisons qui font que les institutionnels et les grandes familles privilégient le private equity, c'est que le private equity est beaucoup moins volatile que les marchés boursiers. Alors, on vous a mis ici une courbe que je trouve incroyable. Sur 45 ans, la performance moyenne du private equity tous les ans. Et on voit plusieurs choses assez étonnantes sur ce graphe. Un, le private equity n'a jamais perdu d'argent sur les 45 années passées. C'est totalement spectaculaire. Je ne connais aucune autre classe d'actifs qui n'ait jamais perdu d'argent sur des périodes aussi longues. La deuxième chose étonnante, c'est que, évidemment, le private equity a une certaine cyclicité. Tous les produits financiers ont une certaine cyclicité. Mais néanmoins, si je vous avais graphé sur cette courbe les marchés cotés sur des périodes équivalentes, vous auriez vu que dans les 4 grandes crises économiques des 40 dernières années, 91, 2001, la bulle, 2008, la grande crise financière, et évidemment la crise du Covid il y a 2 ans, les marchés cotés ont baissé de 40 à 50% au début de la crise. Alors que c'est dans ces moments-là que le private equity a livré ses meilleurs retours qui ont toujours été positifs. La conclusion, c'est quoi? Le private equity est beaucoup moins volatile que la bourse. Alors, il y a une étude très intéressante qui soutient ce point,
qui a été publié par HEC, la grande école de commerce, il y a 5 ans, à la demande de France Invest, qui est l'industrie tutelle du private equity, qui démontre que la probabilité de perdre 25% de sa mise dans un portefeuille diversifié de private equity est inférieure à 0,5%. C'est donc la classe d'actifs la moins volatile. Alors, la conséquence de cette surperformance en rendement et de cette sous-volatilité, de cette volatilité faible, c'est quoi? Eh ben, c'est ce qu'on vous a mis là. C'est que les familles, ce qu'on appelle les family office aux États-Unis, c'est-à-dire les familles qui possèdent plus de 500 millions de dollars de patrimoine, sont investies à 33% de leur patrimoine en private equity. La classe d'actifs suprême de ces family office, c'est le private equity. Et on voit d'ailleurs sur ce graphe que l'exposition des familles en private equity entre 2013 et 2019 a augmenté. Pour ces deux raisons simples, surperformance et moindre volatilité. Alors, la deuxième raison de choisir Altavroc, c'était accéder au meilleur du private equity mondial. Alors là, on vous a mis, Maurice et moi, un autre graphe assez intéressant. On vous a graphé, sur longue période, 3 bar charts. La performance des marchés cotés, la performance du private equity moyen et ce qu'on appelle la performance du premier quartile du private equity, c'est-à-dire la performance des 25% des fonds les plus performants. Il faut savoir que chaque année dans le monde, 4000 fonds de private equity lèvent de l'argent. C'est un monde complexe. Et on vous a mis la performance des 1000 premiers gérants. On vous l'a mis sur 10 ans, 15 ans et 20 ans. Et on voit sur cette courbe, sur ce graphe, on voit une chose absolument incroyable. C'est que sur longue période, ce qu'on appelle le premier quartile surperforme la moyenne de l'industrie de 8 à 12% par an, tous les ans. Donc, on a vu tout à l'heure que le private equity surperformait les marchés cotés. Et maintenant, ce qu'on vous dit, c'est qu'au sein du private equity, le Graal, c'est le premier quartile, parce que l'écart de perf entre le premier quartile et la moyenne du private equity est considérable. Vous n'avez jamais ces écarts de performance sur les marchés cotés entre un très bon gérant et un gérant moyen. Dans le private equity, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, il y a un écart de performance structurel énorme entre les meilleurs gérants et les gérants moyens de l'industrie. Et donc, le Graal, ce que tout le monde recherche, les plus grands instituts comme les plus grandes familles, c'est d'accéder au sein du PE au fameux premier quartile. Alors, avec Maurice, on a défini 3 règles d'or pour se construire un superbe portefeuille en private equity. La règle 1, sur la base de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est évidemment identifier les très bons gérants et réussir à investir dedans. Alors, identifier les très bons gérants, c'est complexe. Parce que le private equity, comme son nom l'indique, est un marché privé, la donnée, la data n'est pas dispo. C'est compliqué d'identifier ces gérants d'exception. Ils ne sont pas connus du grand public. Il est très difficile pour vous d'y accéder, de les connaître, parce que ce marché est d'une opacité totale pour le client non professionnel. Donc, règle numéro 1, identifier les bons gérants et investir dedans. Règle numéro 2, privilégier au sein du private equity les segments du marché dont le couple risque-rendement est le plus attractif. Alors, notre conviction à Maurice et à moi, c'est qu'au sein du private equity, il y a des classes d'actifs qui ne sont pas faites pour des particuliers. Je prends l'exemple du capital risque, qu'on appelle en anglais le venture capital. Dans un portefeuille de fonds de private equity, un portefeuille de fonds de venture, vous avez typiquement 60 à 70% du portefeuille qui fera faillite avant la fin de la vie du fonds. Vous aurez 20 à 30% du portefeuille qui vous rendra la mise, et ça n'est que sur les 10 derniers pourcents du portefeuille que vous ferez 10, 50 ou 100 fois la mise. Et typiquement, vous allez perdre 60 à 70% du fonds sur les 5 premières années, vous récupérez votre cost des 20 derniers pourcents sur les 8 à 10 dernières années, et vous ne ferez 10, 50 ou 100 fois la mise sur les 10 derniers pourcents qu'en année 11, 12, 13 ou 14. À notre avis, ce type de profil de risque n'est pas fait pour les particuliers, d'où notre conviction. Au sein du private equity, pour des clients de type patrimoniaux, privilégiés, le LBO et ce qu'on appelle le growth equity. Et enfin, la 3e règle d'or, c'est construire un portefeuille diversifié de gérants.
De même que lorsque vous investissez en bourse, il ne vous viendrait pas à l'idée d'investir chez un seul gérant. Eh bien, en private equity, c'est la même chose. Alors, c'est déjà difficile d'identifier un très bon gérant. Il vous en faut plusieurs, car vous n'êtes jamais à l'abri de la défaillance éventuelle d'un très bon gérant. Donc, vous devez avoir un portefeuille diversifié de fonds. Alors, pas trop, parce que si vous avez trop de gérants, vous allez revenir vers la moyenne du private equity, mais plusieurs gérants pour lisser le risque spécifique à la défaillance éventuelle d'un des gérants. Donc, 3 règles d'or. Les meilleurs gérants, le LBO et le growth, et enfin, un portefeuille. Alors, la sélection des gérants. Comment est-ce que Maurice et moi choisissons nos gérants? Alors, on vous l'a déjà dit, on ne prend des gérants que dans le LBO et dans le growth. Au sein de ces 2 catégories, comment les choisir? Alors, on a plusieurs critères de sélection. Critère 1, la longévité des firmes. On veut accompagner des gérants d'exception au sein de firmes d'exception. C'est très important d'avoir de très bons gérants, mais c'est aussi fondamental que ces gérants travaillent dans des firmes dont les processus, dont la gouvernance, dont la culture a résisté à des cycles économiques complexes. On veut accompagner des gérants au sein de firmes qui ont traversé 91, 2001, 2008 et 2020. Le deuxième critère dans la sélection des gérants, c'est évidemment la performance. On veut des gérants qui, sur les 20 années passées, ont livré tous les ans en moyenne 15% de TRI net par an, de rendement par an, et sur chacun de leurs millésimes des 20 années passées, au moins 2 fois la mise nette aux investisseurs. Donc ça, c'est notre deuxième critère. Notre troisième critère, c'est un critère sectoriel. Nous avons décidé avec Maurice de privilégier 3 secteurs d'investissement. La technologie, on veut des fonds orientés sur la tech, donc c'est les telcos et le software, pour 50% de notre portefeuille. On veut des fonds orientés sur la santé, c'est 20% de notre portefeuille. Et on veut des fonds orientés sur des plateformes digitales, des plateformes pour 30% du portefeuille, des plateformes digitales entreprises, ce qu'on appelle le B2B, pour 20% du portefeuille, et les plateformes digitales consommateurs, consumer, c'est ce qu'on appelle le B2C, pour 10% du portefeuille. Alors, on a choisi ces 3 sous-segments, la tech, la santé et les plateformes digitales, parce que ce sont celles qui portent les croissances sous-jacentes les plus fortes. Et dans le monde du private equity, la clé de la valorisation, la clé du retour, c'est la croissance sous-jacente. Ce sont ces 3 secteurs-là qui nous protègent au mieux grâce à la croissance future. Alors ensuite, on a évidemment un critère géographique. On veut vous construire des portefeuilles diversifiés au plan mondial. Et donc, en termes d'exposition sectorielle, on veut des portefeuilles qui soient exposés à 40% aux États-Unis, 40% en Europe et 20% sur l'Asie, de façon à ce qu'à la fin de la journée, vous ayez un portefeuille ultra robuste. Vous aurez dedans du LBO et du growth equity. Vous aurez dedans 6 gérants diversifiés par secteur et par géographie. Alors, les fonds que Maurice et moi avons choisis, vous ne pourrez pas y accéder. Ce ne sont pas des fonds qui sont ouverts aux clients privés. Et c'est difficile d'y accéder pour vous pour plusieurs raisons. La raison 1, c'est très dur de les identifier. Comme j'ai dit tout à l'heure, il est dur de les connaître, il est dur de les identifier. Ces fonds ne sont pas connus, la plupart sont internationaux, méconnus du grand public, méconnus des clients privés. Ce sont des fonds connus par des investisseurs institutionnels qui viennent de l'industrie, comme Maurice et moi. Donc, raison 1, l'accès est complexe. Raison 2, le ticket d'entrée dans ces fonds, le ticket d'entrée minimum pour y souscrire, est à minima de 10 millions de dollars et typiquement minimum 25 millions de dollars dans les fonds d'exception. Donc, ce ne sont pas des tickets unitaires à l'échelle de particuliers ou à l'échelle de clients privés. La troisième raison, c'est qu'il n'y a pas de place dans ces fonds. Ces fonds sont tous sursouscrits. Les investisseurs institutionnels se bagarrent pour entrer dans ces fonds. Ce qu'on appelle le re-up, c'est le taux de réinvestissement dans ces fonds des investisseurs existants est de 100% dans quasiment tous ces fonds. Il n'y a pratiquement pas de place pour entrer dans ces fonds. C'est la bagarre entre les institutionnels pour rentrer dans ces fonds. Et la dernière raison, c'est que ces fonds ne sont juste pas intéressés à faire entrer des clients privés. C'est compliqué à administrer, c'est compliqué à gérer et réglementairement, c'est un casse-tête incroyable pour eux quand ils sont totalement sursouscrits par des institutionnels capables de leur amener des tickets considérables. Pourquoi s'embêteraient-ils à faire entrer des clients privés? Donc, à la fin de la journée, il n'y a pas de place pour les clients privés dans ces fonds. Voilà. Alors, Stéphane, il y a déjà une question
C'est Patrick qui demande, est-ce que les performances sont-elles nettes ou brutes pour le client? Alors, celles qui sont annoncées étaient des performances nettes de frais de gestion. Maintenant, il y a la fiscalité. Et la fiscalité s'applique effectivement. Je voudrais simplement arrêter de partager l'écran. Je ne retrouve plus. Voilà, je vais agrandir. Non, Rachel, je n'arrive plus à retrouver le lien. Mais C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, donc, de toute façon, je pense que les vidéos étaient très explicatives et très, très convaincantes. Donc, alors d'abord, premièrement, donc la première question, donc tu as dit, donc, les performances sont nettes de frais de gestion, mais ouais, évidemment brutes de fiscalité, parce que vous soyez en France, en Israël, ou en Belgique. au Lim Hadashim ou en Belgique ou ailleurs, forcément, vous avez une fiscalité qui est interne au pays duquel vous êtes résident. OK. Et donc, suite à la faillite de la banque aux États-Unis, est-ce que c'est le moment de rentrer dans ce marché? Quel rapport? Quel rapport? Voilà, il n'y a aucun rapport. Il y a une banque aux États-Unis qui a fait faillite. Alors à ce moment-là, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. Le private equity, c'est du temps long. Là, on est en train de parler du temps court. Donc, vous expliquer ce qu'est le temps long et ce qu'est un bon fonds de private equity, c'est important. C'est-à-dire que je ne voulais pas développer parce que je voulais simplement vous donner une petite approche du private equity ou du monde du private equity. Mais en l'occurrence, le fonds Altaroc qui est proposé là est un fonds qui investit. D'abord, c'est accessible aux particuliers à partir de 100 000 euros, ce qui est magnifique parce que les 6 fonds qui sont dans Altaroc, si on voulait y aller seul sans utiliser cette solution, eh bien, il faudrait mobiliser pour répartir son risque sur 6 gérants différents, 6 fois 25 millions de dollars, c'est-à-dire 150 millions de dollars. Donc, Altaroc a trouvé une solution pour effectivement permettre l'investissement à partir de 100 000 euros. Sachez juste, pour ceux pour qui 100 000 euros représentent beaucoup, qu'aujourd'hui, il y a une tendance private equity qui est en train, heureusement, de se développer. À mon avis, Altaroc est la meilleure solution et je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous avez dans des contrats d'assurance vie franco-français la possibilité d'introduire du private equity. Alors, la différence avec Altaroc, c'est la suivante. Les gérants ne peuvent pas récupérer de l'argent et l'investir immédiatement. Donc, les appels de fonds sont réalisés sur 5 ans. D'accord? Ça veut dire que quand on dit que le montant minimum sur Altaroc est de 100 000 euros, ça représente 20 000 euros la première année, 20 000 euros la deuxième, 20 000 euros la troisième, 20 000 euros la quatrième, 20 000 euros la cinquième. Sur les mauvais fonds de private equity qui n'ont pas la possibilité d'investir comme ça dans le temps, eh bien, vous versez 100 le premier jour sur un contrat d'assurance. Alors là, maintenant, ils ont abaissé les tickets d'entrée et on arrive à rentrer pour 5 000 euros dans un contrat d'assurance. Mais comprenez bien que 80% de votre investissement ne sera pas investi. Donc, en termes de rendement, vous avez comme ça une perte sur les 4 ou 5 premières années qui est très importante. On ne peut pas, et si on demande à des gérants d'investir très vite, bien, ils n'ont pas la qualité de recherche qu'on souhaite avoir chez les meilleurs gérants. Donc, je maintiens que le private equity, c'est du temps long. Donc, pour eux, la méthode, c'est 10 années d'investissement, 5 années où on investit dans un premier temps à raison de 20% par an de ce que vous avez choisi d'investir dans le private equity. Et les 5, 6, 7 dernières années, on retrouve son investissement plus les bénéfices, puisque effectivement, ils ont eu le temps d'investir. Donc, non, vraiment aucun rapport avec une banque qui a déposé le bilan. Et encore une fois, une banque qui a déposé le bilan peut poser des problèmes à d'autres banques parce qu'on appelle ça un risque systémique. On l'a vécu, mais on l'a vécu avec une énorme banque en 2008, bien évidemment, avec la chute de Lehman Brothers, et ça a provoqué à peu près 1000 dépôts de bilan de banques dans le monde, parce que Lehman Brothers était une immense institution.
qui vivait depuis, enfin qui existait depuis 2 siècles. En l'occurrence, la banque qui vient de déposer le bilan, personnellement, je ne la connaissais pas. Voilà. Stéphane, il y a d'autres questions qui sont arrivées donc aussi. Alors, chez Altaroc, y a-t-il des droits d'entrée et des droits de sortie? Et est-ce que les gérants de ce fonds sont aussi investis personnellement dans leur fonds? Alors, merci pour cette question. Alors, les droits d'entrée et les droits de sortie, effectivement, il y en a. Ils ne sont pas très importants. Ils ne sont pas plus importants que sur un contrat d'assurance vie basique. Donc, ce n'est pas la peine de développer outre mesure. Et puis, évidemment, ça dépend des montants qui seront versés dans le private equity. Par contre, la question que j'adore, c'est est-ce que les gérants de ce fonds, ou en tout cas les opérateurs d'Altaroc, sont investis? Eh bien, écoutez, c'est grâce à cet opérateur qui s'appelle Maurice Chéniaud que cette mécanique est aujourd'hui démocratisée. Je vous explique pourquoi. Maurice Chéniaud est à la tête d'une société qui s'appelle Altamir. Lui est totalement… alors, c'est Obélix. Il est tombé dans la marmite quand il était petit. Ça fait 50 ans qu'il fait du private equity et il a quasiment 100% de son patrimoine en private equity, ce qui est différent des grandes fortunes, si vous vous rappelez ce qui a été dit, qui, en règle générale, ont à peu près un tiers de leur patrimoine investi dans du private equity. Pourquoi un tiers et pourquoi pas plus? Simplement parce que le private equity, c'est bloqué 10 à 12 ans. Donc, vous ne pouvez pas tout bloquer. Donc, on a dans le patrimoine une partie en immobilier déjà qui est bloquée, une partie en private equity qui est bloquée et une partie qui doit rester disponible à tout moment pour les besoins. Maurice Chéniaud a une société dont il détient à peu près 50-60%, c'est l'actionnaire principal, ça s'appelle Altamir, et Altamir aujourd'hui c'est 2 milliards d'euros. Et ce qu'il a fait, et la mécanique pour que vous compreniez, c'est qu'il a identifié les meilleurs gérants et plutôt que de leur dire on va t'amener des particuliers à raison de 100 000, 200 000, 300 000 dollars ou euros et une multitude de clients à gérer, ce qui fait que ces fonds ne souhaitent pas rentrer en contact avec des particuliers, c'est trop compliqué à gérer. Eh bien, ils ont traité avec Altamir qui s'est engagé sur 25 millions sur chacun, non peut-être pas 25 millions, je dis des bêtises, sur 10 millions de dollars sur chacun des 6 fonds en question. Donc, ils ont eux-mêmes engagé 60 millions. Et il faut savoir que, quoi qu'il arrive, si tout est souscrit par la suite par les clients, ils vont rester engagés au minimum à 30 millions d'euros parce qu'ils souhaitent rester le premier opérateur dans le produit. Ils y croient, ils ne font que ça et donc ils ont mis leur argent. Il n'y a pas de garantie d'une banque, mais il y a simplement le fait que Altamir qui fait les choix des sous-jacents, c'est-à-dire des gestionnaires. Attention, ne confondez pas. Je vous ai dit que Frédéric Stollard et Maurice Chéniaud ont bâti cette solution. Donc, eux, ils sélectionnent les fonds, mais ils ne gèrent plus du private equity comme ils l'ont fait la majeure partie de leur carrière. Aujourd'hui, ils sélectionnent les gérants et ils se battent auprès de ces gérants pour trouver de la place, car comprenez bien que des gens qui ont doublé, triplé leur capital, quand ils arrivent à la fin d'un fonds, eh bien, ils laissent leur argent avec ce gérant. Donc, ces fonds sont souscrits, clairement. Et il n'y a qu'à travers des professionnels qu'on peut arriver à trouver une petite place. Et donc, compte tenu de la taille d'Altamir aujourd'hui, ils ont des rapports avec des gérants de private equity dans lesquels ils sont rentrés. Voilà, désolé. Alors, il y a une autre question. Mais je vous décortiquer. Oui, je t'écoute. Excuse-moi, Stéphane. Et donc, Patrick demande aussi, donc, quand les fonds sont bloqués pendant une période de moins de 10 ans, est-ce qu'entre-temps, on peut retirer les intérêts produits par l'investissement? Non, non. Il ne s'agit pas d'intérêts. Les fonds sont bloqués, mais il faut comprendre la mécanique. Donc, peut-être, je vais vous la présenter très rapidement.
Alors, ça ne va pas prendre longtemps. Ça ne va pas prendre longtemps. Est-ce qu'on l'a ici? Voilà. Vous allez tout comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez décaisser à tirer en moyenne 20 000 € par an pendant 5 ans pour optimiser vos rendements, parce que les fonds dans lesquels nous investissons déploient eux-mêmes sur une période de 5 ans. On ne va appeler vos fonds que sur 5 ans à hauteur de 20% par an. Alors, je voudrais vous montrer un graphe important ici. On a fait une hypothèse, vous serez appelé à hauteur de 20 000 € par an, en moyenne 3 fois par an, idéalement 2 fois, mais on va faire l'hypothèse que vous serez appelé 3 fois par an. Ça veut dire à peu près 7 000 € d'appelés 3 fois par an, donc 7% de votre engagement tous les quadrimestres. Et souvenez-vous, on vous notifiera 3 mois avant chaque appel de fonds de la date et des quantums. Donc, 3 fois par an, 3 appels pour à peu près 7% de votre engagement dans le fonds. Une fois que vous avez été tiré de ces 100 000 €, au bout de 5 ans, vous allez avoir des distributions. Alors, typiquement, l'année 4 et l'année 5, vous aurez déjà des distributions. Vous aurez typiquement 10 000 € de distribution en année 4 et 10 000 € de distribution en année 5. En année 6, et c'est basé sur nos statistiques, nos bases de données, vous aurez à peu près 40 000 € de distribution. Et en année 7, un autre 40 000 € de distribution, ce qui fait qu'à la fin de l'année 7, vous avez récupéré votre mise. Donc, voilà, je ne voudrais pas être trop long. Donc, vous avez bien compris que le 100 000 est divisé par 5, 20 000 € la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième année. Mais les fonds qui ont été investis en première, deuxième, troisième année, si on trouve un acheteur avec une belle plus-value, ça commence déjà dès la quatrième, cinquième année à être vendu. Donc, dans la mécanique qui a été déterminée, ou en tout cas qui est mise en place par Altaroc, on devrait récupérer, alors ne parlons plus de 10 000, mais parlons de pourcentage, 10% de son investissement en quatrième année, 10% de son investissement en cinquième année, 40% en sixième année et en septième année, de telle manière qu'en septième année, on ait récupéré tout ce qu'on a mis. Par contre, il restera encore la huitième, la neuvième et la dixième année, et c'est là que le bénéfice va arriver. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tu as répondu aux questions, Stéphane. C'est bon, je pense que c'était clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Stéphane au sujet de la présentation de ce matin? Je n'en vois pas, J'essaie de voir s'il y a quelqu'un qui a levé la main. Franck, vous avez éventuellement une question? Oui, j'ai une question. Je voulais la Allez-y. taper, mais c'est plus simple en parlant. Oui. Et, quelle est la procédure d'investissement quand on est établi en Israël avec des comptes israéliens? Vous êtes en Israël depuis longtemps? Bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans. OK. Alors, ça, c'est une autre présentation. Moi, je considère que les actifs liquides doivent être logés au Luxembourg. Au Luxembourg, dans des contrats d'assurance vie luxembourgeois. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages en fiscalité et il y a des avantages surtout pour accéder aux fonds, c'est-à-dire que le Luxembourg nous permet d'accéder à tout ce qui se vend dans le monde. Donc, effectivement, le private equity est disponible au Luxembourg. Et dernier élément, le contrat d'assurance vie permet, dans certains cas où on a conservé éventuellement des enfants en France et où il y aura forcément quelques droits de succession. Alors, rapidement, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais pour bien comprendre, lorsqu'on est en Israël, il n'y a pas de droit de succession. C'est clair. Sauf que la France n'abandonne pas comme ça. Et la France, elle dit, vous avez des droits de succession si vous vivez en France. Donc, Franck, vous vivez en Israël, tout va bien. Vous avez des droits de succession si vous avez conservé des biens en France. Donc, clairement, ces biens rentreront dans une poche de droits de succession qui les payeront. À supposer que vous ayez bien fait les choses et pris tout votre patrimoine avec vous,
vous avez deux sujets qui sont complètement évacués. Et puis, vous avez un troisième sujet où la France ne s'est pas laissé faire et a dit, mais vous pouvez très bien être parti, avoir pris votre patrimoine avec vous, mais si vous avez des bénéficiaires qui sont en France, qui sont encore en France, ils payeront, ils régleront des droits de succession sur le patrimoine qu'ils ont acquis. Donc, souvent, quand on part, on n'a pas forcément ses enfants, ses petits-enfants, etc., ou en tout cas tous les bénéficiaires de son patrimoine qui sont avec vous. Donc, souvent, le contrat d'assurance vie est un bon moyen de transmettre puisqu'il y a des exonérations de droits de succession, y compris pour des personnes qui résideraient encore en France. Voilà, donc… En fait, ma question portait plutôt sur Altaroc. Bien sûr. Et une société française, si je comprends bien. Oui. Et si, admettons, vous présentez une proposition d'investissement, si je veux investir 100 000, 200 000 euros sur Altaroc, en sachant que tous mes comptes sont domiciliés en Israël, ma question, c'est quelle est la procédure? Alors, il y a deux moyens. Il y a Altaroc en direct en France, mais vous subirez la fiscalité française parce que vous l'avez investi en France. Et la deuxième possibilité, c'est de l'investir dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, et auquel cas, le contrat d'assurance vie luxembourgeois va vous appliquer la fiscalité israélienne, car vous êtes israélien. Oui, mais Stéphane, je pense que, je ne sais pas, il y a un problème ici de communication. Donc, effectivement, tu as bien répondu à sa question parce que le contrat d'assurance luxembourgeois lui permet d'éviter la fiscalité française et d'investir dans Altaroc. Mais ce que Franck souhaite savoir, c'est d'un point de vue strictement logistique. C'est bien ça que vous demandez, Franck? Oui, en fait, du coup, j'ai pas bien compris. Si j'investis dans un fonds d'assurance luxembourgeois, quel est le rapport avec Altaroc? Comment ça se passe? C'est-à-dire que le fonds d'assurance luxembourgeois vous permet d'investir dans ce que vous voulez, basically. J'ai bien répondu, Stéphane. Je suis devenu moitié Stéphane, là. Bravo. Le contrat d'assurance, c'est la carcasse de la voiture. Et à l'intérieur, le moteur, tous les éléments qui permettent de faire avancer cette voiture sont effectivement tous les fonds de la planète que vous souhaitez mettre dans un contrat. Deuxième élément qui a son importance, comprenez bien une chose, un contrat d'assurance vie, c'est une enveloppe. De la même manière que vous avez gagné de l'argent, vous avez mis 100 000 euros, vous ressortez avec 250 000 euros quelques années plus tard de ce contrat. N'importe où, vous allez payer de la fiscalité. Dans le contrat d'assurance, il faut comprendre que ces 250 000 euros, si vous faites de mauvais choix de placement, peuvent très bien redescendre à 150, à 180 ou à 100 000 euros. Donc, tant que vous n'avez pas sorti votre argent du contrat d'assurance vie, aucune fiscalité ne s'applique. Donc, c'est pour ça que je préfère 10 000 fois l'enveloppe assurantielle, l'enveloppe de l'assurance vie luxembourgeoise, parce que tant que, pour raison de vie, c'est-à-dire si vous avez besoin d'argent et que vous récupérez cet argent pour une bar mitzvah, pour acheter dans l'immobilier ou simplement parce que vous en avez besoin, au moment où vous le sortez de votre contrat d'assurance, là, une plus-value est actée. Et c'est sûr que cette plus-value, vous la mettez dans la poche. Le deuxième cas de figure dans lequel on aurait éventuellement de la fiscalité à payer, mais ça n'est pas le cas dans le contrat d'assurance vie luxembourgeois, c'est dans l'hypothèse du décès. Puisque dans l'hypothèse du décès, eh bien, il y avait 253 728 euros, eh bien, c'est les 253 728 qui sont transmis à vos héritiers.